Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. En marge du 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine auquel il prend part à Beijing, en Chine, le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. De son côté, la première dame Dominique Ouattara a visité la fondation Sung Ching Ling, une fondation qui défend la cause des enfants et fait la promotion de la culture, de l'éducation, la paix et l'amitié entre les nations. Vous verrez le reportage de Viviane Aïman dans une dizaine de minutes. Cette fois, c'est sans appel. Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale hier lundi et confirmé son inéligibilité en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Le président Alassane Ouattara, qui est à Beijing, en Chine, depuis quelques jours déjà, a accordé hier de nombreuses audiences. Entre autres personnalités reçues par le chef de l'État, le secrétaire général de l'ONU, ainsi que d'autres hauts responsables d'institutions internationales. Le point avec Viviane Aïman. Outre les chefs d'État et les délégations gouvernementales africaines présentes à Beijing pour le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, les responsables des grandes institutions internationales étaient également présents. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu visite au président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, est venu également s'entretenir avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je commence mon mandat comme vice-président pour l'Afrique à la Banque mondiale. Je voulais surtout écouter M. le Président, avoir un peu sa vision pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le continent africain, et voir comment nous, à la Banque mondiale, on peut soutenir la Côte d'Ivoire et comment est-ce qu'on peut contribuer à la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire. Le directeur Afrique du FMI, le Fonds monétaire international, Abbé Amro Sélassié, est venu échanger avec le président de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a été reçu pour entretien par le président de la République. Et sur place à Beijing, le président de la République prend part au sommet Chine-Afrique avec 54 délégations du continent africain, des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine. Le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert hier lundi. Un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping a ouvert le bal avec de nouvelles promesses. 60 milliards de dollars d'investissement, soit plus de 30 000 milliards de francs CFA, ont été promis par la Chine à l'Afrique. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Viviane Aïman. Ouvert ce lundi 3 septembre dans la grande salle de conférence du Palais du Peuple à Beijing, en présence de nombreux chefs d'État africains, dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le 3e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique a suscité, tout comme le précédent sommet à Johannesburg en 2015, une vague de reconnaissance des dirigeants africains envers la Chine. En effet, dès l'entame de la rencontre, le président Xi Jinping, dans son discours, a annoncé de bonnes nouvelles dans le cadre de la coopération de son pays avec les pays africains. La Chine est prête à fournir sous diverses formes, comme aide gouvernementale, investissement et financement par des entreprises et institutions financières, un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique. Cela comprend 15 milliards de dollars au total d'aides sans contrepartie, de prêts sans intérêt et de crédits préférentiels. Une ligne de crédit de 20 milliards de dollars le soutien à la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars pour le financement du développement
et d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars pour le financement des importations en provenance de l'Afrique et l'encouragement des entreprises chinoises à investir dans les 3 ans à venir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars destinée à mettre en œuvre durant 3 ans, en priorité 8 programmes de coopération, notamment l'industrialisation en Afrique, la construction d'infrastructures, la facilitation du commerce des produits africains vers la Chine, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement vert, le renforcement des capacités. La Chine va offrir 50 000 bourses gouvernementales pour des formations destinées aux jeunes Africains, la coopération au plan sanitaire, la coopération au plan culturel, la coopération au plan sécuritaire. Le président Xi Jinping a par ailleurs annoncé l'annulation par son pays des dettes non remboursées arrivant à échéance en 2018. Pour rappel, en 2015, lors du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine, une enveloppe de 60 milliards de dollars avait là aussi été dégagée pour la réalisation de programmes de coopération. La Chine est attachée au principe de solidarité. Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons, a assuré une nouvelle fois le président Xi Jinping. Notons que le sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine a accueilli 3 nouveaux membres, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina Faso. Et de son côté, la première dame Dominique Ouattara a visité la fondation Soong Ching Ling, une fondation qui défend la cause des enfants et fait la promotion de la culture, de l'éducation, la paix et l'amitié entre les nations. On retrouve Viviane Haïm. La première dame, Madame Dominique Ouattara, a été reçue à la résidence du dernier empereur de Chine, résidence qu'habitait Madame Soong Ching Ling, la toute première dame de la République populaire de Chine. C'est dans ce lieu chargé d'histoire et qui fait office désormais de musée et de siège de la fondation Soong Ching Ling de Chine que M. Hang Yuanjiang, secrétaire du Parti communiste chinois et l'un des vice-présidents de cette fondation, a échangé avec la première dame de Côte d'Ivoire. Selon ce vice-président, la fondation Soong Ching Ling de Chine se donne pour vocation de propager et pérenniser la philosophie de Madame Soong Ching Ling, qui est de défendre la cause des enfants, la culture, l'éducation, la science, l'unification de la Chine, la paix et l'amitié entre les nations. Nous avons 2 choses en commun avec votre fondation, l'Afrique et les jeunes, a déclaré la première dame de Côte d'Ivoire, poursuivant en présentant sa fondation Children of Africa et ses projets majeurs dans l'hôpital mère-enfant de Bingerville et la construction des maisons d'accueil à Soubré, Boaké et Ferké. La première dame de Côte d'Ivoire et le vice-président de la fondation ont envisagé ensemble une possible collaboration entre la fondation Children of Africa et la fondation Soong Ching Ling de Chine. Le cap a ensuite été mis sur le centre d'échanges scientifiques et de formation pour les jeunes de 3 à 18 ans. Ce centre est une propriété de la fondation Soong Ching Ling de Chine. Selon ses animateurs, c'est en moyenne 800 enfants et jeunes qui participent chaque jour à l'animation des ateliers de robots, de danse, de couture, de médecine chinoise, de culture et des arts. Les enfants, en dehors des heures de classe, viennent apprendre la technologie, l'éducation et la culture. L'avancée technologique et les commodités dans lesquelles baignent les apprenants sont impressionnantes. Je suis vraiment impressionnée et je rêve de quelque chose comme ça pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, ça demande beaucoup de moyens, mais c'est magnifique et c'est très très bien organisé. Nous avons convenu d'avoir une coopération entre les 2 fondations, avec la fondation Soong Ching Ling et la fondation Children of Africa, et je serais ravie, bien sûr, que ça se concrétise. La première dame de Côte d'Ivoire a ainsi confié ses impressions à la presse à la fin de la visite du centre.
La coopération Côte d'Ivoire-Chine est vieille de plusieurs décennies et elle se porte bien. Pour exemple, le projet hydro-agricole de Guigidou dans la région de Divo occupe 500 hectares aménagés et exploités par la République populaire de Chine. Cela pour la recherche de la formation dans le domaine de la riziculture. Il aura coûté plus de 10 milliards de francs CFA. Notre reporter Noël Niagno a rencontré récemment le directeur général de l'ONDR pour faire un point des acquis et les perspectives de ce projet. Le projet hydro-agricole de Guigidou, c'est un périmètre rizicole de 442 hectares réalisé par la coopération chinoise. Il est doté de 2 barrages sur Marigogo pour une longueur de 10 km. Coût de réalisation, plus de 10 milliards de francs CFA. Sa vocation, la recherche et la formation des riziculteurs ivoiriens. Ce centre a premièrement pour vocation de faire de la recherche, d'introduire une variété chinoise de riz qui s'adapte aux conditions ivoiriennes, ou bien qu'on adapte aux conditions ivoiriennes. Au total, depuis 1995, la Chine a introduit environ 36 variétés. Donc, quand ces 36 variétés arrivent, elles sont mises à contribution au niveau de Guigidou. Et on regarde leur comportement, notamment la résistance aux maladies qui existent ici. Ensuite, la résistance aux insectes qui existent ici. Ensuite, leur rendement. Ensuite, nous regardons leur capacité à être adoptés par les Ivoiriens, c'est-à-dire leur goût. De 970 exploitants installés dans des casiers de moins d'un demi-hectare à la fin des travaux en 2000, ils sont aujourd'hui à peine 500 pour diverses raisons. Nous étions 970 et maintenant nous sommes à 510 riziculteurs. Comment vous expliquez le départ des 400 euros? Bon, vu les difficultés avant, ça allait, tout était bien. Vu la dégradation avancée du périmètre, ça fait que beaucoup sont découragés, ils sont partis. Bon, ceux qui sont restés, ils font avec parce qu'il n'y a pas d'autres activités. 2000-2008, le centre a 18 ans. Le temps commence à avoir raison des installations, d'où la nécessité de sa réhabilitation conformément aux décisions de la dernière rencontre bipartite de juin 2017. En attendant sa réhabilitation pour donner à ce projet tous les moyens de sa contribution à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire, le volet formation continue son petit bonhomme de chemin. Ainsi, de 2016 à 2018, 3 cycles de formation ont été initiés avec le concours d'experts chinois. Une centaine de riziculteurs rigoureusement sélectionnés ont acquis du savoir et du savoir-faire en matière de production de riz, que ce soit du riz irrigué ou du riz pluvial. Ce que j'ai vu ici, là, n'est pas pareil avec ce que je fais au nord là-bas. Qu'est-ce que tu fais au nord? Je fais des semis à grains sur un sol sec, c'est-à-dire je fais du riz pluvial. Or ici, c'est un coin aménagé où c'est bien préparé. Et aujourd'hui, comme ça, on fait un repiquage à la volée que je n'avais jamais assisté. Vraiment, ça a été une découverte pour moi. On pratiquait auparavant des semis en ligne ou bien des semis à la main. Mais avec le semis à la volée, c'est un exercice qui est moins fatigant et puis aussi c'est rapide. Toutes choses qui vont permettre de produire davantage de riz pour réduire sensiblement l'importation de riz. Notons que la consommation de riz en Côte d'Ivoire est de 60 kg par an et par habitant. De plus, la production nationale en 2017 est de 1 400 000 tonnes pour un niveau de consommation de 2 900 000 tonnes. Coopération Côte d'Ivoire-Mali. Bientôt l'axe Tengrela-Fakola en passant par DBT sera réhabilité. Long de 62 km, c'est un axe essentiel dans la politique de coopération transfrontalière initiée par le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Le projet a été finalisé hier lundi à l'hôtel du district d'Abidjan à travers une signature de convention entre le Conseil des collectivités territoriales et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace ESCABO. Un projet pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la sécurité au niveau des frontières. Les détails avec Mamadou Kwasi. Après 10 forages réalisés dans la région des Cascades au Burkina Faso et celle de Sikasso au Mali, ainsi que le trajet de transhumance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la coopération transfrontalière dans l'espace ESCABO, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso se renforce.
Ceci avec la réhabilitation de l'axe Tengrela-Débété en Côte d'Ivoire jusqu'à Fakola au Mali. Une route de 62 km essentielle dans la coopération transfrontalière entre les deux pays. La facilitation de la mobilité des populations, elle va aussi contribuer en tout cas à lutter contre l'insécurité qui est dans la zone. En cas d'intervention, les forces de l'ordre auront accès facilement justement à une zone ou à une autre. Le projet de réhabilitation était matérialisé par une signature de convention entre le Conseil des collectivités territoriales CCT et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Ce projet sera financé par la coopération suisse qui entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous encourage dans vos actions de collaboration pour éviter que justement ces frontières soient une césure, mais plutôt que ça devienne des points de rencontre, des points d'échange, des points de croissance, petit à petit amener plus de développement pour le bien des populations locales. Le ministre Albert François Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, soutient que plusieurs autres projets sont en cours de financement en vue de garantir la sécurité et l'employabilité des jeunes. C'est 48 projets prioritaires sur 7 espaces transfrontaliers, notamment le schéma d'aménagement transfrontalier intégré IR-Sahel, le désenclavement du centre de santé de Wagnan ou Arokui, Mali, Burkina, l'armature commerciale de l'espace Ganda entre le Niger et le Bénin. Et tout cela pour un financement global estimé à 85 842 145 000 francs CFA. La formation et l'insertion de nombreux jeunes au métier de l'élevage et de l'extraction minière seront également adressés par cet ambitieux programme et nous y tenons particulièrement car l'orpaillage clandestin crée des problèmes et nous pensons qu'une des solutions, c'est de pouvoir formaliser cela, c'est de pouvoir l'organiser de manière à ce que nos jeunes qui veulent faire de l'orpaillage puissent le faire dans des conditions de sécurité et surtout qui ne dénaturent pas complètement le paysage et l'environnement. Le commissaire de l'UEMOA en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Paul Kofi Kofi, et le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se félicitent de la réalisation de ce projet. Ils souhaitent qu'il améliore véritablement les conditions de vie des populations. Populations ivoiriennes et maliennes bénéficiaires de ce projet. À travers les différents porte-parole ont exprimé leur reconnaissance à l'UEMOA ainsi qu'à la coopération suisse. Le ministère du Plan et du Développement a organisé hier lundi en partenariat avec la Banque africaine de développement un séminaire sur le document combiné de stratégie pays 2018-2022 ainsi que la revue de performance du portefeuille pays de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de poursuivre les échanges et recueillir les observations afin d'enrichir le document de stratégie pays avant sa présentation au conseil d'administration de la BAD pour son approbation finale. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Après une première stratégie conçue pour accompagner la normalisation post-crise sur la période 2013-2017, la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien proposent une nouvelle stratégie pour la période 2018-2022. Une stratégie qui tient compte des nombreuses opportunités de la Côte d'Ivoire. On peut citer de manière non exhaustive la stabilité du cadre macroéconomique, le potentiel de développement et de diversification de la production agro-sylvo-pastorale et halieutique qui est avéré. Le potentiel minier en hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz, reste encore à fortement valoriser. De même, le dynamisme de la diaspora. Des opportunités, mais également des défis qui sont au centre des préoccupations du groupe de la BAD. Il s'agit entre autres de la faible dotation en infrastructures structurantes, une contrainte au développement d'une économie moderne, diversifiée et compétitive. Deuxièmement, la nécessité de poursuivre le renforcement du mix énergétique avec des options à faible empreinte carbone et qui tiennent compte également des enjeux climatiques. La nouvelle stratégie pays en préparation devrait s'inspirer des succès obtenus par le DSP 2013-2017. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 6,8% en 2017. Permettant de renforcer les infrastructures sociales en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie et de parvenir à un développement durable. Le taux d'investissement privé, quant à lui, est passé d'environ 6,3% en 2011 à 14,3% en 2017. Entre 2013 et 2017, les engagements nets de la BAD pour accompagner la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire sont passés de 152,2 milliards de francs CFA à 730,6 milliards de francs CFA.
Les dernières inondations en Côte d'Ivoire ont fait des victimes et de nombreux dégâts. Une situation que l'État déplore et ne veut plus revivre. C'est en cela que le gouvernement a initié une mission d'évaluation des pertes et dommages. Il s'agira pour cette mission d'identifier les causes et les risques liés aux dernières pluies diluviennes en vue de faire des propositions pour des solutions durables. Grace Kando. De 1996 à 2018, plus de 200 personnes ont perdu la vie suite aux inondations et glissements de terrain. En 2011, 160 sites à risque ainsi que 6 000 ménages vulnérables ont été identifiés dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoutent de nombreux bâtiments détruits et plusieurs infrastructures routières endommagées. Pour mesurer les impacts et les effets de ces dégâts, une mission d'évaluation des pertes et dommages se tient à Abidjan. Vos réflexions avisées nous permettront d'identifier et de prioriser les besoins de reconstruction et de relèvement à court, moyen et long terme, d'intégrer les mesures de réduction du risque de catastrophe dans nos programmes et projets de développement. Nos suggestions, c'est de permettre aux différents ministères techniques concernés de mener des actions dans le sens de la coordination. Donc c'est un appel que nous lançons pour permettre aux différentes structures de mieux coordonner les actions au profit des bénéficiaires qui sont les populations sinistrées et mettre beaucoup l'accent sur la prévention. Cette évaluation de pertes et dommages bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires au développement, dont la Banque mondiale et l'Union européenne. L'objectif ultime de la mission, c'est d'aller au-delà d'une simple évaluation pour analyser les causes profondes qui peuvent expliquer les désastres que nous avons tous constatés au mois de juin et sur la base de ces causes profondes-là, proposer des plans de solutions à long terme qui puissent être mis en œuvre afin d'éviter le renouvellement d'une telle situation catastrophique dans le pays. Au terme de l'évaluation, la Côte d'Ivoire disposera d'une stratégie de relèvement dont la mise en œuvre permettra d'atteindre un niveau de résilience acceptable, tel que recommandé par les 7 indicateurs du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, dont la Côte d'Ivoire est signataire. En définitive, il n'y a pas eu 12 morts dimanche à Grand-Bassam, comme certains internautes se sont empressés de relayer, mais 1 mort par noyade et 3 disparus. Notre équipe de reportage qui s'est rendue hier dans la cité balnéaire a pu rencontrer les autorités de la ville qui ont apporté la lumière sur ce drame. On regarde. Sur cette plage calme et presque vide de Grand-Bassam lundi, l'ambiance était tout autre la veille. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient déportées ici pour passer un agréable week-end. Un moment de convivialité qui a viré au drame. La mer a fait des victimes. La question est au cœur d'une réunion d'urgence à la préfecture de la ville. Hier, nous avons été alertés aux environs de 13 heures de ce qui se passait à la plage. Nous sommes rendus aussitôt pour vérifier les informations. À notre arrivée, il n'y avait pas encore de décès. Il y avait eu des cas d'intervention de sauvetage. Il y a eu 4 grands sauvetages avec une évacuation sur l'hôpital de Grand-Bassam. Par la suite, la mer a rejeté un corps dont la disparition avait été signalée auparavant aux environs de 16h30. Et en plus du décédé, il y a eu 2 cas de disparition à Grand-Bassam. Un cas de disparition a été signalé du côté de Mondoukou. Les maîtres nageurs témoins des événements soutiennent eux aussi qu'il n'y a eu qu'un seul corps repêché et des disparus. Celui qu'on a retrouvé, c'est un. Informés, les proches des victimes défilent à Grand-Bassam pour avoir des nouvelles de leurs enfants. C'est le cas de ce parent venu d'Abobo. Hier, nous avons venus, nous sommes bien restés dans l'eau. Donc c'est ça, nous sommes venus voir, bon, on n'a pas encore trouvé le corps. Vraiment, là, encore dans la maison, ben, n'a pas vu. C'est beaucoup qu'on peut faire. Il devra donc patienter encore pour avoir une réponse. Aucun autre corps n'a été aperçu au lendemain du drame selon les maîtres nageurs. Vraiment, quand vous venez, que ceux qui sont de Bassam essaient de vous sensibiliser, quand même, je veux que vous ayez le temps d'écouter. C'est vrai que vous venez pour votre plaisir, parce que regardez bien cet endroit, c'est dangereux. Mais il y a des personnes qui viennent, qui risquent leur vie pour nager par là. Et quand on leur parle, c'est difficile. Il arrive parfois qu'ils veulent nous tabasser.
Les patrouilles se poursuivent le long de la plage dans l'espoir de repêcher d'éventuels corps. Et bien sûr, nous vous informerons de la moindre nouvelle concernant ce drame. Pour l'heure, allons-y à Yopougon, au nord d'Abidjan, où le rideau est tombé ce week-end sur la Semaine des Arts et de la Culture. Un événement culturel d'envergure organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie et ses partenaires. Pendant 72 heures, 5000 festivaliers ont vibré au rythme des danses patrimoniaux de Côte d'Ivoire. Retour sur ce moment de fête et de démonstration des cultures avec Davis Oyo et Herman Guivet. Le son des tambours, des flûtes, des grelots et des balafons ont rythmé durant 3 jours la place CP1 de la commune de Yopougon à l'occasion de la SNAC, Semaine nationale des arts et de la culture. La SNAC a plongé les festivaliers dans l'univers du riche patrimoine ivoirien à travers les danses du terroir. Le zaouli, le yayé, le boloy, le tématé, le blédoué, le sibari, le kwa et la danse des panthères, autant de rythmes qui ont fait voyager les 5000 festivaliers du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire. Enfants, jeunes et vieillards n'ont pu résister à la frénésie des chants et danses traditionnelles. Nous sommes à Béjé, si nous ne connaissons pas la culture, ça fait bien de connaître, de voir nos cultures, de venir danser, on voit la danse traditionnelle, ça nous fait plaisir. Je suis en plein dans mon identité, ma culture, et je suis très fier parce que j'ai vu de belles choses. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, cette tribune a su rassembler les Ivoiriens curieux de découvrir, avec les arts et danses, les richesses du patrimoine de la Côte d'Ivoire. Notre rôle en tant qu'État de Côte d'Ivoire, c'est de veiller à la préservation de toutes nos richesses et à leur expression. Toutes nos beautés doivent être en partage. Ceci pour consolider les sentiments de fierté, les sentiments d'appartenance à une même nation. Les chansonniers traditionnels venus de Digbapia, dans le département de Dalloa et de Papara, dans la région de la Bagoué, ont su transmettre d'autres vibrations au public. Le zouglou, considéré comme l'une des marques de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, à travers le voyant et les concerts live, des artistes tradis modernes ont également donné un cachet particulier à cette 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui se tenait jusqu'ici dans la ville de Bouaké. Vous connaissez peut-être ces toasts à la mode, les tartines d'avocat qui sont prisées par les jeunes Européens, prêts à débourser souvent une dizaine d'euros environ, 6 500 francs CFA pour en déguster. Au Kenya, on y pense aussi. Le pays compte bien surfer sur cette tendance en développant sa production d'avocats. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Dans cette ferme, Atika, à une 50aine de kilomètres de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et continue à planter de nouveaux arbres. Dans cette ferme, le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kenyan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. Les exports ont augmenté de plus de 15% l'an dernier. L'État encourage donc les agriculteurs à en planter davantage, un moyen efficace de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre donc à cette forte demande, les agriculteurs augmentent leur production. Bernard travaille lui pour une société d'export qui a doublé ses commandes l'année passée. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de la production est donc destinée à l'export. Le gouvernement, lui, est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés.
Évoquons à présent l'actualité congolaise, je vous le disais en titre, en RDC donc, Jean-Pierre Bemba ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC et cette fois c'est sans appel. La Cour constitutionnelle a donné raison à la commission électorale hier lundi et confirmé son inéligibilité en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à demain 13h sur la chaîne Kérassi.